Les nouveaux cadres de gestion des ressources naturelles tels que proposés par les gouvernements congolais doivent veiller à ce que chaque pays gère ses ressources. C'est une institution contre l'exploitation illégale et le pillage des ressources naturelles des États d'Afrique de l'Est. C'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, lors d'un briefing de presse organisé le 23 juillet par le ministère de la Communication et Médias. L'intérêt pour nous, c'est de voir que la communauté met en place un dispositif qui évite tout ce que nous connaissons, surtout nous la RDC, comme pillage de nos ressources, comme exploitation illégale et même comme crimes qui sont commis à l'occasion de l'exploitation de nos ressources. Christophe Lutundula a rappelé que, même si la communauté de l'Afrique de l'Est ne comprend pas tous les membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CRJL, la feuille de route de Rwanda se réfère à une démarche qui remonte d'une initiative de la communauté d'Afrique de l'Est. N'oubliez pas qu'au niveau, par exemple, de la CIRGL, il y a un protocole qui a été signé à Nairobi il y a longtemps. Un protocole relatif spécifiquement à cette matière-là. Mais est-ce qu'on l'applique ou est-ce qu'on ne l'applique pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, le bilan n'est pas celui auquel on s'attendait, mais qu'il y ait une autre communauté qui se préoccupe de la question. Nous devons nous en féliciter et nous avons intérêt à ce que cela soit mis en place et s'exécute. Signalons que cette décision a été prise à la clôture du 22e sommet des États d'Afrique de l'Est à Arusha, en Tanzanie. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde avait assuré à cette occasion que la RDC jouera un rôle important au sein de cette institution dans le contexte de la transition énergétique marquée par les réchauffements climatiques. La semaine du climat d'Amérique latine et de Caraïbes, débutée le lundi 18 juillet, s'est achevée le vendredi 22 du mois en cours à Saint-Dominique. Cette semaine a contribué à créer un élan régional crucial dans la lutte contre le changement climatique en prévision de la COP27, la conférence des Nations Unies en novembre prochain, et a permis de sensibiliser l'accélération du changement climatique et renforcer la collaboration régionale. Plus de 1700 participants issus de gouvernements, d'organisations multilatérales, du secteur privé ont préparé à ces assises. Pour le secrétaire exécutif de l'ONU Climat, le changement climatique reste une urgence existentielle. Alors que le monde est confronté à une multitude de défis, le changement climatique reste notre urgence existentielle. Leurs impacts sont ressentis dans le monde entier et particulièrement en Amérique latine et dans la région des Caraïbes. Ces impacts incluent les conditions météorologiques extrêmes, mais s'étendent bien au-delà. À chaque tournant majeur de l'histoire humaine, vous trouverez la collaboration, que ce soit par choix ou par nécessité, et ce qui a finalement conduit au progrès. C'est pourquoi la Semaine du climat 2022 d'Amérique latine et des Caraïbes est si importante. Nous espérons que d'autres pourront s'inspirer des exemples et les répliquer ailleurs. Cette semaine a permis également de s'assurer que la voix de cette région soit reflétée et respectée dans la préparation de la COP27. Le rapport de l'ONU prévient que le taux de déforestation dans la région sont le plus élevé depuis 2009, que les glaciaires ont perdu plus de 30% de leur superficie en moins de 50 ans et que l'élévation du niveau de la mer et le réchauffement des océans devraient continuer à affecter les moyens de subsistance des populations côtières, la santé, la sécurité alimentaire, énergétique et hydrique. On croit Miguel Atton, ministre de l'Environnement de la République dominicaine, je cite, « Pour faire face à la crise environnementale actuelle, il est nécessaire d'unir nos forces et d'atterrir beaucoup plus d'alliés dans ces combats. » Cette semaine a été l'occasion de s'engager avec des alliés et de développer le partenariat solide nécessaire pour réaliser un changement véritablement transformateur. Nous nous félicitons de cette étape sur la route de la COP27 et de l'opportunité de fixer ensemble le cap d'un avenir meilleur ici dans la région. Fin de citation. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent être réduites de moitié d'ici 2030 pour que la communauté internationale ait une chance d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris, à savoir une augmentation maximale de la température moyenne de 15 degrés Celsius.
La RDC est un scandale géologique tant ses ressources minières sont importantes et diverses comme le cuivre, le cobalt, le coltan, or et les diamants. Premier producteur mondial de cobalt, une matière première stratégique pour l'industrie automobile, la RDC est également un important acteur pour le cuivre et l'or en tant que premier producteur africain. Mais l'inquiétude pour les pays réside dans la transparence liée à la recette de ces minéraux. Pour effectuer le suivi équitable de ces ressources, le pays entend digitaliser son secteur minier. C'est ce qu'a révélé la ministre congolaise des Mines, Antoinette Tsamba Kalambay, dans son cabinet du travail, au cours d'une audience accordée à la société Levercode, spécialisée dans la construction et la transformation digitale des États. Oui, cette réunion que nous venons d'avoir avec son Excellence, Madame la ministre de Mines, a eu pour objet de regarder comment la RDC peut commencer son chemin vers la digitalisation de son secteur de mines. Les exploitations minières en RDC provoquent de nombreuses expropriations forcées et les travailleurs des secteurs exercent dans des conditions déplorables. Le travailleur doit une part significative et composée d'enfants, creuse avec un équipement rudimentaire dans des tunnels dangereux avec un risque permanent d'effondrement et gagne à peine assez pour se nourrir. Cette situation ne profite aucunement pour le pays. À en croire le directeur général de cette entreprise, la réalisation de ces projets va porter plus d'efficacité et de revenus pour permettre à l'État de contrôler suffisamment son économie. Notre savoir-faire a pour objet de pouvoir améliorer la gestion du système des mines par la digitalisation et cela va avoir des impacts pour le grand nombre parce qu'il va y avoir plus d'efficacité et plus d'argent. Certaines autorités congolaises encouragent la valorisation locale des minéraux en fait de renforcer la transformation locale des minéraux. Les autorités ont par ailleurs adopté en 2017 une loi sur la sous-traitance dont l'autorité de régulation a été officiellement lancée en octobre 2019. Cette loi vise à accorder plus d'espace aux entreprises congolaises et étrangères dans un secteur encore un peu exclusif. Il suffit de noter que la compagnie Levercode va également travailler pour fournir des données fondamentales pour une gouvernance numérique efficace et transparente sur l'intégrité du territoire national. Plus de la moitié de la République démocratique du Congo est couverte de forêts qui renferment 47% d'étendue. Cette diversité biologique constitue la base des ressources génétiques qui devraient assumer la sécurité alimentaire des peuples. D'où la raison d'être de la foresterie communautaire. Cette stratégie est saluée depuis longtemps comme celle qui permet de réduire la pauvreté. Lorsqu'on parle de la foresterie communautaire, on fait référence à tout processus, tout programme et toute politique en fait, qui vise à placer les communautés au centre de la gestion de leurs forêts. Et après, c'est un processus effectivement qui vient avec autant de conditions et facteurs dont il faut tenir compte en fait, pour essayer de se rassurer que ce n'est pas seulement un concept, mais effectivement c'est un modèle de développement, un modèle de durabilité en matière de gestion des ressources naturelles et dans le cas précis ici, les forêts. Les populations locales sont les mieux placées pour gérer les ressources dont elles dépendent pour leur subsistance. Selon le professeur Prince Baraka, la foresterie communautaire devrait être intégrée dans la réforme au même titre que les autres secteurs à réformer. Pendant beaucoup d'années, on n'a pas eu une vision, une politique, notamment d'aménagement du territoire, qui allait permettre effectivement d'avoir une certaine priorisation en termes de priorités de développement, en termes de potentiel et potentialité de chaque espace ou de chaque zone. À un moment donné, on n'avait pas ça. Mais je pense que depuis 2010-2012, notamment avec l'avènement de la stratégie nationale RED, avec tous les efforts, je pense, qui ont été consentis pour aller entamer un certain nombre de réformes, sont des questions qui sont en train d'être résolues et à mon sens, on ne devrait pas considérer cela comme un frein. La vraie réflexion, c'est d'essayer de voir comment est-ce que cet outil, ce modèle que la foresterie communautaire peut être intégré et pris en compte dans toutes ces réformes, dans toutes les démarches actuelles. Bien que la forêt soit un moyen par lequel les populations peuvent s'autosuffire, il se dégage par ailleurs la nécessité de protéger nos forêts par une exploitation rationnelle de ces ressources.
Comme ailleurs dans le monde, le secteur de l'énergie en Angola évolue pour intégrer davantage des sources renouvelables et réduire son empreinte carbone. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les pays qui bénéficient aussi des conditions favorables des énergies renouvelables et en passe de devenir les premiers producteurs de pétrole brut d'Afrique australe, et c'est grâce aux investissements étrangers et aux mesures de soutien prises par son gouvernement pour les encourager. C'est une évolution que le gouvernement angolais encourage également. Bien sûr, nous prévoyons d'augmenter la production au-delà de 1 100 000 barils de pétrole. L'objectif, c'est d'atteindre zéro émission dans un délai très court. L'approche politique plus souple adoptée ces dernières années en matière de fiscalité et de réglementation a porté ses fruits. Au large de la côte angolaise, une plateforme pétrolière qui fait partie de celles détenues par le groupe français Total Energy, la première compagnie pétrolière et gazière en Angola. On a beaucoup investi, on a aujourd'hui une position de leader en Angola, on représente 45% de la production nationale du pays. Le directeur général indique que son groupe s'efforce aussi d'éliminer les torchages du gaz et de passer aux énergies renouvelables dans ses opérations. Les programmes de formation menés par la compagnie ont été efficaces, notamment sur les unités flottantes de production, stockage et transbordement. Ce développement des compétences a des retombées positives pour d'autres entreprises de différents secteurs. Tous ces efforts visent à créer une industrie énergétique nationale tournée vers l'avenir. Le niveau d'ensoleillement est bon et l'énergie hydroélectrique représente une autre opportunité. L'Angola a tous les ingrédients pour devenir une superpuissance énergétique en Afrique.